Merci Brahim Rajab. En écoutant Brahim Rajab, je pensais à un immense auteur qui a eu le prix national des lettres, dont l'ensemble du répertoire théâtral est à la Comédie Française et qui est décédé après y avoir vécu dans votre ville, à Grenoble, à Kateb Yassine. Kateb Yassine. On cite, et j'en reparlerai tout à l'heure, les poètes qui sont chers à ceux qui, comme moi, comme Taubira, viennent des Caraïbes, mais Kateb Yassine, c'est l'équivalent pour le Maghreb de Césaire, de Glissant. C'est un immense bonhomme, et un immense bonhomme qui a habité la langue française et qui l'a défendue ici même. Bonjour, bonjour ma vie. Et vous, mes désespoirs, me revoici au fossé où naquit ma misère. Toi, mon vieux guignon, je te rapporte un peu de cœur. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour mes vieux copains, je vous reviens avec ma gueule de paladin solitaire. Alors, on a pris un peu de retard, mais on continue. Et on continue à ce marathon pour se donner, comme cela a été dit, du courage, pour que vous continuez après à illustrer cela, à traduire cela, là où vous habitez, là où vous vivez, là où vous travaillez. Troisième table ronde, suite sur la déchéance et ses discriminations, animée par Jade Lingard de Mediapart. Pour ne pas alourdir, je la laisse présenter les intervenants, Françoise Dumont, Marouane Mohamed, Geneviève Garrigos et Florian Borg. Attends, je suis au milieu, c'est mieux. Au milieu. Ouais, je suis au milieu. Excuse-moi. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Troisième table ronde, on va essayer à ce stade de la discussion d'entrer davantage dans l'explication de l'état d'urgence et de ses effets en termes de discrimination, qui est un lien finalement qui n'est pas si facile à penser. Et on est très heureux d'avoir avec nous trois personnes hautement qualifiées quatre personnes, ça commence bien, hautement qualifiées pour en parler avec nous. Nous avons donc Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty International France, la branche française. Françoise Dumont, bonsoir, présidente de la Ligue des droits de l'homme. Florian Borg, président du syndicat des avocats de France. Et enfin, Marouane Mohamed, sociologue au CNRS. Geneviève Garrigos, j'ai envie de commencer avec vous, car on a beaucoup parlé cette semaine de la parution par Amnesty International d'un rapport de bilan sur l'état d'urgence, un rapport qui est assez inquiétant, dont la lecture est inquiétante et qui fait le constat terrible de violation des droits humains provoquée par la mise en œuvre de l'état d'urgence. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est violation des droits humains, mais tout le monde est-il touché de la même manière par ces dérives ? Oui, bonsoir et merci beaucoup à Mediapart d'avoir organisé ce temps d'échange avec vous toutes et tous. Et puis, merci à la mairie de Grenoble de nous accueillir. Alors, avant tout, je voudrais revenir juste sur un point de précision. C'est que depuis le 13 novembre, on a beaucoup entendu que finalement, droits humains, libertés fondamentales et sécurité, c'était opposable et que finalement, il fallait en sacrifier une partie de nos libertés, de nos droits, si nous voulions la sécurité. Ce principe même, ce postulat de départ est complètement contraire au droit international. Et d'ailleurs, la notion même de restreindre les libertés fondamentales, de restreindre nos droits, eh bien, c'est défini effectivement dans des cadres de menaces imminentes pour la nation, mais ça doit avoir un caractère exceptionnel, nécessaire, proportionnel à la menace et surtout non discriminatoire. Or, et quand on dit non discriminatoire, c'est qu'il doit s'appliquer à tous les individus de la même façon. Et on voit bien déjà que cette exceptionnalité montre bien que les restrictions aux libertés ne sont pas le tenant de la sécurité. Le deuxième aspect, c'est que toutes les libertés ne sont pas... on ne peut pas restreindre toutes les libertés. Et il y a notamment la liberté de pensée, de conscience et de religion qui ne peut pas être restreinte sous aucun cas.
Or, dans le rapport que nous avons mené, et c'est un des éléments que nous mettons en avant, on a pu constater que des personnes soit avaient subi des perquisitions, soit étaient l'objet d'assignations en résidence, au regard même des éléments qui leur ont été communiqués, du fait a priori, de leur religion supposée ou de pratiques religieuses supposées, d'autant que dans de nombreux cas, on s'aperçoit que finalement, eh bien, les fameuses notes blanches, sur la base desquelles ces assignations ou ces perquisitions sont décidées, contiennent des éléments erronés. On a par exemple le cas de Claire, une jeune femme qui habite dans la région du Mans, qui a été assignée à résidence parce qu'elle porterait le voile intégral et qu'elle s'était rendue au Yémen. Or, Claire n'a jamais porté le voile intégral, elle a eu beaucoup de mal pour le prouver et ensuite elle s'était déplacée, mais pour son travail. Et donc, à partir de ce moment-là, on se demande, mais pourquoi faut-il qu'une personne démontre qu'elle ne porte pas le voile intégral? De nombreuses personnes nous ont dit également que c'est parce qu'elles connaîtraient ou parce que leur établissement serait fréquenté par des islamistes intégristes. Mais c'est quoi l'islam intégriste? Comment on le définit? Sur quelle base? Surtout quand en plus on ne sait même pas quand ont lieu ces contacts, qui sont ces personnes, qui les a donnés. Et je dirais que c'est toute la difficulté aujourd'hui de l'aspect discriminatoire, parce que cet aspect discriminatoire, l'impact de l'état d'urgence, des mesures d'état d'urgence est très grave sur la vie des gens. Parce que ça aussi, on l'oublie souvent, on dit c'est pas très grave, les perquisitions, les assignations à résidence. C'est quand même des violations à la liberté de la vie privée, à la liberté de libre circulation. Ça entame l'emploi. Il y a des personnes qui se sont fait licencier. On a entendu de très nombreux témoignages. Or, en voulant prolonger cet état d'urgence, on va continuer à faire de la vie de ces personnes une situation dramatique, bouleversée, et on va créer un sentiment de deux vitesses, parce qu'au-delà de la discrimination, il y a le côté stigmatisant, c'est-à-dire que les voisins, les amis, l'employeur, il y a des cas où des personnes ont été licenciées parce qu'elles ont fait l'objet d'une perquisition ou parce qu'elles sont assignées à résidence, et on voit l'impact. Et je voudrais juste finir, c'est sur un témoignage, si vous me donnez 30 secondes, parce que je pense qu'il résume tout à fait tous les propos et le thème même de cette table ronde. C'est Amar, il a été perquisitionné le 16 novembre 2015 et il a dit aux chercheurs d'Amnesty, il me semble que si vous affichez votre religion, si vous portez une barbe, un symbole ou un vêtement religieux, ou si vous priez dans une mosquée particulière, vous pouvez être considéré comme radical et donc pris pour cible. Si l'on s'efforce de ne pas trop afficher sa religion, il pense que l'on a quelque chose à cacher. Nous ne savons pas qui nous devons être, comment nous devons nous comporter. Et c'est là toute la gravité aussi des mesures discriminatoires de l'état d'urgence qui sont définies justement par le critère, le comportement qui menace. Eh bien, tout d'un coup, non seulement les personnes sont pointées du doigt, elles subissent des violations des droits humains, mais en plus, elles ne savent même plus comment elles doivent se comporter, parce que quoi qu'elles fassent, quoi qu'elles disent, elles sont désignées coupables. Alors, Florian Borg, ce qu'on vient d'entendre, décrit par Geneviève Garrigos, on peut percevoir la part d'injustice, peut-être qui concerne ces personnes, mais en quoi est-ce constitutif de discrimination, selon vous? Je ne serais pas de président du syndicat des avocats de France. Oui, alors, constitutif de discrimination, c'est pas simple à démontrer. Prenons le temps d'expliquer, parce que c'est important. Je vais prendre une définition de la Cour européenne des droits de l'homme en 2007 qui disait, sur notamment des fouilles et des contrôles d'identité en Angleterre, qui disait une loi, même avec une formulation neutre, peut avoir dans la pratique un effet discriminatoire sur un groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pratique est importante dans la manière d'appliquer les mesures. On le sait déjà aujourd'hui, dans la pratique policière et dans la pratique de certains juges, et je ne veux pas généraliser parce qu'on généralise trop déjà dans l'autre sens dans les discriminations pour ne pas généraliser à l'encontre de l'ensemble des policiers et à l'encontre de tous les juges, c'est pas ça le propos. Mais on le sait que dans la pratique, on a déjà des déterminants qui jouent. L'État a été condamné en juillet 2015 pour discrimination pour contrôle au faciès, donc des personnes qui étaient contrôlées systématiquement, et la démonstration a été faite qu'elles étaient contrôlées sur leur faciès, et pourtant, dans le contrôle d'identité, il n'est marqué nulle part que l'on doit contrôler au faciès. Au contraire, on doit le justifier sur des éléments sérieux.
Et par ailleurs, une étude qui a été faite par le sociologue Mukieli en commun avec la LDH de Nice, le syndicat des avocats de France à Nice et le syndicat de la magistrature à Nice a démontré qu'en comparution immédiate, un étranger avait 2 fois plus de chances d'avoir de la prison ferme qu'une personne de nationalité française. Il y a donc bien qu'une question de pratique. Quelle est la difficulté avec l'état d'urgence ? Et l'état d'urgence et les lois qui viennent derrière, c'est qu'on... alors, non seulement, parce que je le dis, on ne respecte pas ses promesses, parce que la question du contrôle au faciès était une promesse du candidat Hollande de mettre en place des éléments qui permettent d'éviter le contrôle au faciès. Non seulement on ne respecte pas ses promesses, mais on met en œuvre des mesures de réforme de l'état d'urgence sur le comportement, et c'est vraiment important de parler du comportement. Alors pourquoi le comportement est clé dans la fabrication de discrimination dans cette situation d'état d'urgence ? Il est clé parce que le comportement n'est pas défini juridiquement. On est passé sur, je veux prendre les bons termes juridiques, on est passé sur un état d'urgence avant la réforme de 2015. Toute personne dont l'activité s'avère dangereuse, donc on a une notion de vérité, à toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace. Qu'est-ce qu'on voit dans le détail dans un certain nombre de décisions de tribunaux administratifs et donc de décisions de l'administration d'assigner à résidence? On se rend compte que ça peut être, par exemple, un changement de tenue vestimentaire, un changement d'habitude alimentaire. Ça, c'est un comportement. C'est un comportement. Certains tribunaux annulent, enfin suspendent plutôt, d'autres ne suspendent pas. Effectivement, quand vous dites, quand vous défendez ces personnes, vous dites mon client ne s'est pas radicalisé. On va vous dire oui, mais il ne s'est pas radicalisé, c'est donc qu'il se cache. Et vous avez donc une note qui est produite par les services de renseignement qui vous dit on ne sait pas s'il s'est radicalisé parce que peut-être qu'il se cache. Mais tout ça est lié à une chose, à un faisceau d'indices. Et dans le faisceau d'indices, il faut quand même le dire, le faisceau d'indices de suspicion, il y a la religion, il y a la pratique religieuse. Et j'allais dire... Il y a la religion, c'est pas n'importe quelle religion, c'est la religion musulmane. C'est pas n'importe quelle religion, c'est la religion musulmane. Et j'allais dire d'ailleurs, parce que la question du voile intégral est un comportement, certes, et quand bien même, qu'est-ce que le voile intégral viendrait prouver comme comportement peut-être de radicalisation, mais surtout de risque terroriste ou alors on reprend, on reprend ce que dit l'extrême droite en disant... Tous ceux qui ont le voile intégral, peut-être qu'ils portent une ceinture autour de leur, sous le voile intégral. On part dans des choses qui ne sont pas construites parce que les personnes, on les connaît. Et la liberté, je sais que sur la laïcité, c'est toujours très compliqué en France. Mais en tout cas, ce n'est pas une raison de considérer que le comportement religieux soit en soi une justification d'assignation à résidence, c'est-à-dire de ne pas pouvoir sortir de chez soi de 20h à 6h du matin, de devoir pointer 3 fois par jour au commissariat et de ne pas pouvoir sortir de la commune, c'est-à-dire la mort sociale, la mort professionnelle et la mort de la vie privée et familiale. Voilà ce que c'est. Alors, Françoise Dumont, présidente de la Ligue des droits de l'homme, quand on entend ce que disent à la fois Geneviève Garrigos et Florian Borg, c'est-à-dire la description d'une situation, on a des cas de discrimination, du fait notamment de la religion réelle ou supposée de personnes. Il parle également de stigmatisation du côté de la Ligue de défense des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, qui est connue pour son combat pour les libertés publiques. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes d'accord pour dire que cette dimension de discrimination et donc d'égalité est au moins aussi importante que le risque pour les libertés publiques en état d'urgence ? Écoutez, ce débat entre liberté et sécurité, ça a été évoqué, est un débat récurrent dans lequel on tente de nous enfermer et qui n'a jamais, bien au contraire, démontré que ça permettait de lutter contre le terrorisme. Mais si vous permettez, avant de parler sur des discriminations, et c'est pas pour faire diversion, je voudrais quand même revenir sur l'état d'urgence et son origine. Parce que je pense que l'état d'urgence et son origine dit beaucoup de choses. Ça a été évoqué, mais l'état d'urgence, c'est, on peut dire, un avatar de la guerre d'Algérie. Il est né en avril 1955, quand il a fallu trouver un régime pour ce qu'on considérait alors comme quelques hors-la-loi. Quand il a fallu mater quelques hors-la-loi, qui sont devenus ensuite les combattants du FLN que l'on sait. Et on voit bien que l'état d'urgence n'a sans doute pas permis justement de mater ces quelques individus. Vous savez, quand la loi sur l'état d'urgence a été votée à l'Assemblée en 1955, il y a eu un débat, comme il y a aujourd'hui, et
dans ce débat, il y a quelqu'un qui s'appelle Édouard Depreux, qui était un député qui a quitté la SFIO, d'ailleurs, quelques années plus tard, qui a fait une intervention que vraiment, je ne résiste pas. Bon, je ne vais pas vous la faire en entier, mais simplement revenir sur quelques points, parce que je les trouve extraordinairement d'actualité. Dans son intervention, Édouard Depreux posait 4 questions. Première question, s'il est légitime qu'un gouvernement républicain demande et reçoive des armes pour lutter contre le terrorisme, faut-il pour autant recourir à des lois d'exception ? 1955. Deuxième question. L'arsenal législatif était-il vraiment insuffisant ? Et ça a été évoqué. Nous disposons d'un arsenal législatif extrêmement développé déjà pour lutter contre le terrorisme. Troisième question. Comment le gouvernement se servira-t-il des nouveaux moyens qui vont lui être accordés ? Un autre gouvernement ne sera-t-il pas tenté dans quelques années d'en user pour des desseins bien différents ? Nous sommes à 15 mois d'élections présidentielles dont nul ne connaît l'issue. Quatrième question, l'Assemblée n'a-t-elle pas pensé aux répercussions nationales et internationales de son vote ? On peut se demander effectivement quelle image la France donne, justement avec ces lois d'exception. Et je vous rappelle déjà que le Conseil de l'Europe nous a rappelé alors et a dit son inquiétude. Et enfin, dans son intervention, Édouard Depreux terminait comme ça. L'urgence, point d'interrogation, pour l'application du statut de l'Algérie, pour la construction de barrages, de routes, d'écoles, pour des éducateurs. Il continuait pour l'élévation du niveau de vie, oui. Mais sera-t-il dit que pour survivre, la République doit se renier ? Eh bien, je crois que nous en sommes là, nous sommes 60 ans plus tard. Mais ce discours sur l'urgence sociale, notamment, eh bien, c'est vrai qu'on aurait bien aimé que le chef de l'État à Versailles l'évoque. Or, je vous rappelle que dans le discours de Versailles, il n'y a rien eu par rapport à cette urgence sociale. Et donc, si on... Alors, parce que c'est très intéressant ce retour à l'histoire républicaine et à l'histoire coloniale et à ce spectre colonial finalement qui continue de hanter la manière dont on fabrique les lois dans ce pays. Si on se projette aujourd'hui, on revient aujourd'hui en 2016 dans un moment où les questions de rapports multiculturels sont extrêmement à vif et provoquent des réactions passionnelles. Dans ce contexte-là, quelle analyse vous faites de cet enjeu de discrimination dans l'état d'urgence ? Eh bien, je crois que à travers ces mesures et ces projets, on va accroître une fracture sociale déjà extrêmement forte, et notamment dans certains quartiers, bon, même si on peut appeler les choses autrement. Et par rapport à la stigmatisation, la discrimination, je crois que le mal est fait. Je ne sais pas ce qui va sortir de cette tambouille politicienne qui fait que tous les matins, on a une nouvelle proposition de loi. Mais je crois que pour les binationaux, le mal est fait parce que les binationaux se sont sentis stigmatisés, se sont sentis plus susceptibles que d'autres de se livrer à des actes de terrorisme, alors que, notamment ce qui s'est passé en France, ne montre absolument pas du doigt les binationaux. Même si la binationalité a été sortie finalement de la loi sur la déchéance de nationalité. Elle a été sortie, mais en tout cas, à Versailles, il y aura sans doute un vote bloqué. C'est-à-dire que les parlementaires et les sénateurs qui vont être réunis à Versailles vont être amenés à ne pas dissocier les deux. Et d'une certaine façon, ça a sa logique. Parce que la déchéance de nationalité, elle pointe une catégorie de population, souvent d'origine subsaharienne, maghrébine. Et on voit là, d'ailleurs, le lien, je trouve, avec l'état d'urgence. C'est pour ça, d'ailleurs, que je tenais à évoquer la question de l'état d'urgence, parce que d'une certaine façon, cette déchéance de nationalité se
c'est un reliquat de colonialisme et ça vise une population, la même que celle qui a été visée par l'état d'urgence à son origine. Et je vous rappelle aussi, je ne suis pas historienne, je m'étonne moi-même de faire de l'histoire, je ne suis pas historienne, mais je vous rappelle que dans l'histoire de la France, il y a eu une autre période d'état d'urgence, 1961-1963, sous le général de Gaulle. Et c'est à partir de cet état d'urgence qu'un certain nombre d'Algériens ont pu être jetés dans la Seine parce qu'ils avaient bravé le couvre-feu. Et c'est à partir de cet état d'urgence qu'un certain nombre de syndicalistes et de populations d'origine maghrébine se sont retrouvés tués à Charonne. Et tout ça au moment où il y avait le préfet Papon. Donc on voit bien que l'état d'urgence, la déchéance de nationalité, tout ça, derrière ça, il y a la stigmatisation d'une population qui vraiment n'a pas besoin de ça. Vraiment. Et bon, je ne veux pas accaparer trop longtemps la parole, mais j'avais dit que je parlerais notamment des problèmes avec la police. C'est vrai qu'accroître les pouvoirs de la police à un moment où des incidents qui témoignent de la difficulté des rapports de la police, et notamment des jeunes dans certains quartiers, et pour lequel rien n'a été fait. Il y a eu effectivement cette promesse de faire en sorte que les contrôles se passent mieux, eh bien, par le biais du récépissé. Eh bien, on voit bien que là, c'est une façon de plus de stigmatiser une population, de s'en prendre une population. Et c'est vrai que les chiffres, on n'a pas les chiffres globaux, mais on voit bien que ce soit en matière de perquisition, en matière d'assignation à résidence, c'est pas n'importe qui a été perquisitionné. Alors, je vais passer la parole maintenant à Marouane Mohamed. Vous êtes sociologue. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions de discrimination, de police, de rapport entre jeunes et police. Quand on entend ce qu'on entend depuis tout à l'heure, c'est-à-dire ces problèmes posés par les perquisitions, les assignations à résidence, fermeture de lieux de culte, de votre point de vue d'observateur du terrain, est-ce que ce sont les seuls moments créateurs de discrimination dans la lutte contre le terrorisme ? Merci. Alors, je voudrais dire trois choses par rapport à votre question. D'abord, vous appelez à sortir d'une réflexion des discriminations en se limitant à pratiques policières ou pratiques judiciaires derrière, à travers les perquisitions. Bien sûr, ça a un problème, ces perquisitions administratives. Bien sûr, elles visent pas que les musulmans, mais majoritairement eux. Et la majorité des perquisitions administratives ont donné lieu à très peu de procédures. Très peu de procédures, en tout cas de procédures pour terrorisme, une poignée. C'est dire le décalage entre l'objectif affiché par l'état d'urgence et notamment la mise en place des perquisitions administratives et les résultats concrets dans la lutte contre le terrorisme. Donc il y a bien sûr là-dedans de la discrimination, des pratiques discriminatoires. Quel effet ça a ? Je pense que c'est une question qui est essentielle. Moi j'ai observé les choses dans un petit quartier, dans une petite ville, un quartier de 6 000 habitants quand même, dans une ville de 30 000 habitants, où il y a eu près d'une dizaine de perquisitions. C'est beaucoup pour un quartier sur 1 km². Et 10 perquisitions dans un quartier de 6 000 habitants sur 1 km², c'est un quartier où tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Ça veut dire que si vous êtes perquisitionné, tout le quartier va le savoir, tout le quartier va en parler, et une partie du quartier va être dans la suspicion, ça va renforcer un certain nombre de préjugés, et une autre partie dans le quartier, vu qu'il n'y a pas de procédure, vu que les gens sont relâchés, vu que les gens ne sont pas poursuivis, ils vont prendre ça, ça va alimenter un ressenti contre l'État, un ressenti de la manière, contre la manière dont l'État traite les classes populaires et traite la minorité musulmane en particulier. Donc ça, c'est la première des choses. Ça a un effet énorme à l'échelle locale. Énorme, et on ne s'en rend pas compte. Et pour les gens en question, ce n'est pas que de la perte d'emploi. Je veux dire, c'est au quotidien qu'il faut affronter le regard d'autrui, les questionnements, etc. Alors, ce que je voudrais dire aussi, qui me semble très important, dont on parle moins, c'est tout ce qui relève de la notion de radicalisation et la prévention de la lutte contre la radicalisation. Parce que ça, c'est un dispositif massif qui a été mis en place par l'État. Avant les attentats de janvier, il y a une circulaire qui a été diffusée fin avril 2014, une circulaire sous forme de note, qui invite les services de l'État,
les associations, les acteurs du travail social, du sport, de la santé, de l'accompagnement, de la protection de la jeunesse et de l'enfance, etc., à participer à l'effort de prévention contre la radicalisation et à l'effort de la lutte contre le terrorisme. Alors on pourrait se dire, finalement, tout le monde est un peu responsable de la lutte contre le terrorisme. La question, c'est dans quelle mesure les choses se font, à travers quelles modalités. Et on revient à la question du référentiel. Repérer les signes de radicalisation, soit, on peut en discuter, mais soit. Mais quels sont ces signes et quels sont les dispositifs? Il n'existe pas de référentiel neutre et objectif, basé sur des éléments scientifiques. C'est beaucoup trop complexe. Et pourtant, il y a des référentiels qui circulent, soit proposés par l'État et surtout influencés et proposés par des experts plus ou moins reconnus, plus ou moins autoproclamés en radicalisation et en terrorisme, qui viennent profiter d'un marché de plusieurs centaines enfin plusieurs dizaines de millions d'euros aujourd'hui et dans le contexte qui est le nôtre. On n'a pas le recul pour évaluer ces dispositifs. Mais quand on rentre dans le détail, et je vous le dis, ça touche à tous les aspects de la vie quotidienne, à tous les aspects des rapports entre la population et les institutions, éducation nationale, PJJ, intérieur, santé, sport. Tout le monde est appelé et mobilisé par les préfets pour participer à l'effort de repérage des signes de radicalisation. Le problème vient que les signes de radicalisation et le repérage renvoient, pour la majorité d'entre eux, à des éléments de comportement qui marquent peut-être un changement, mais qui marquent un changement de religiosité. Les signes de religiosité sont clairement pointés. Allez voir les référentiels, ils sont en ligne. Allez lire ces notes et ces circulaires et renvoient finalement à la subjectivité de ceux qui sont en charge du signalement. Et on a des milliers de signalements, soit via le numéro vert, soit via des cellules préfectorales, c'est-à-dire un dispositif, des circuits sur lesquels on n'a aucun regard, sur lesquels on n'a aucun recul, et qui finalement, leur fonctionnement, et s'il existe des résistances, ce sont des résistances des professionnels eux-mêmes, qui, à partir de leur éthique, de leur intégrité, sont en mesure de s'opposer à un certain nombre d'attitudes de ce type-là. Je pense que c'est ça. Il y a des gens qui sont signalés, il y a des gens qui sont fichés, les gens ne le savent pas tous, qu'ils sont signalés et fichés, sur quelle base. Et ça renvoie à une dernière chose, et je vous rends la parole, c'est une tendance très récente, vu l'évolution des discours, à tout islamiser. Une crise d'adolescence, on va l'islamiser. C'est un signe de radicalisation. Une opposition, une remise en question de l'autorité, vu le profil de la personne, on va l'encoder de deux manières différentes. Soit c'est une crise d'adolescence, soit c'est un signe de radicalisation. Attention! On est en train de modifier la rétine collective, la manière de lire des comportements qui peuvent être banals tant qu'ils ne concernent pas des jeunes jugés présumés musulmans. Vous voyez, on est vraiment dans ce registre-là. Et ce que je vous dis, c'est basé sur quoi? Parce que d'où je parle, d'échanges, de dizaines d'échanges par semaine, soit avec des acteurs associatifs, soit avec des jeunes, soit avec des familles qui me contactent et qui me disent, là, il y a un vrai souci, on a été convoqué pour des signes de radicalisation parce qu'il s'est engueulé avec son prof, mais en même temps, comme ils savent qu'il est musulman pratiquant, ils se sont dit que... Donc ça ne sera pas pénalisé, ça ne va pas remonter dans la statistique, c'est géré de manière infrapénale, tout ça. Mais c'est, à mon avis, beaucoup plus massif que ce qu'on arrive à compter à travers les perquisitions administratives, etc. Alors, on vous entend tous les quatre sur cette alerte que vous lancez, finalement, cette dénonciation que vous faites d'un véritable système. Là, ce que vous décrivez, Marouane Mohamed, c'est véritablement un système à discriminer qui s'est mis en place et de façon en partie souterraine, de partie invisible, donc difficile à même décrire. Pardon. Un système propice à la discrimination. Pas un système de discrimination. Je vais être précis. C'est vraiment un système qui est propice. Eh ben, c'est tout. Enfin, le dispositif est tel que, à partir du moment où on renvoie le jugement des comportements à une espèce de subjectivité collective ou personnelle, là, on est dans un système un peu arbitraire qui n'est pas contrôlé. Et du coup, tout le monde peut plaquer ses préjugés sur la situation. Et on le voit, hein, vous avez donné des exemples de signalement de personnes qui n'étaient même pas musulmans, qui sont jugées comme radicalisation. À partir du moment où il y a des changements dans la religiosité, il faut faire attention. Et le pire là-dedans, le plus violent, c'est que même si vous voulez faire profil bas, on va vous accuser d'être dans la dissimulation. C'est-à-dire on n'en sort pas de cette situation. Ok. On vous entend tous les quatre là-dessus. Et en même temps, ce qu'on entend aussi, c'est un discours qui dit, mais finalement, est-ce que ce n'est pas le prix à payer
pour lutter contre le terrorisme dans la situation dans laquelle on est. On est en situation d'urgence. La France est attaquée, des gens ont été tués et on entend ce discours. Et c'est notamment, d'une certaine manière, le discours de Manuel Valls, quand il dit que l'état d'urgence renforce la démocratie et quelque part, il faudrait en passer par là. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Florian Borg? Moi, je suis inquiet parce qu'on est effectivement... Là, il y a un prisme aujourd'hui, un prisme très précis sur lequel on est en train de critiquer cet état d'urgence. Il faut effectivement contrebalancer et dire la difficulté de l'état d'urgence, la difficulté des lois qui vont être prises et des projets de loi, c'est qu'elles ne répondent pas, en réalité, elles ne répondent pas au risque terrorisme. Elles sont dans l'inefficacité, 3000 perquisitions, 300, 400 assignations résidence, 2, 3 ou 4 informations judiciaires. Oui, 3 et une mise en examen. Voilà, il n'y a donc pas de... il y a un problème d'efficacité qui est même inquiétant, parce qu'on se dit, on a besoin de moyens, on a besoin de cibler, on a de voir où sont les dangers. Et l'année dernière, à la suite des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, qu'est-ce qu'on a fait? Une loi sur le renseignement qui permet d'écouter tout le monde, tout le temps, pour n'importe quel motif. Or, ce n'est pas ça dont on a besoin, c'est d'avoir plus de précision, plus de moyens, à la fois pour des services de renseignement qui doivent être aussi mieux coordonnés et mieux contrôlés, et pour des services judiciaires qui doivent pouvoir prendre le relais et répondre au nom de notre sécurité, mais aussi, parce que je pense aussi aux droits des victimes, les victimes ont besoin d'avoir un cadre judiciaire pour trouver des réponses, et le cadre tel qu'il est aujourd'hui de renseignement et de police administrative ne le permet pas. Okay. Geneviève Garrigos, vous vouliez réagir également? Oui, on ne peut pas espérer construire une société dans laquelle il y a la sécurité à partir du moment où les droits de certains seraient complètement violés et en plus ils n'auraient même pas droit à un recours effectif, ils ne pourraient pas être reconnus en tant que tels. Le principe même de nos sociétés et le principe même des droits aujourd'hui est de dire qu'on ne peut pas sacrifier certaines personnes pour le bien commun. Ce n'est pas vrai et ça n'a jamais marché. Et même si quand on parle du 11 septembre, du Patriot Act, eh bien on nous dit oui mais on n'est pas dans le Patriot Act. Ce que l'on voit, et ça c'est un des grands enseignements aussi de la politique qui a été menée par les États-Unis dans la guerre contre le terrorisme, c'est que Abu Ghraib, Guantanamo et toutes les exactions qu'ont commises les États-Unis, eh bien elles ont permis de recruter encore plus. Et à un moment donné, il faut bien voir que l'injustice, l'insécurité juridique, les discriminations, les stigmatisations, c'est ce qui va permettre finalement d'augmenter notre insécurité. Et si les 5 rapporteurs spéciaux des Nations Unies, justement, si les 5 rapporteurs spéciaux des Nations Unies, le 19 janvier, ont écrit au gouvernement français en demandant de ne pas proroger l'état d'urgence parce qu'il est trop vague et du fait même de sa définition vague et trop large, il induit la possibilité de commettre des discriminations et de l'arbitraire, eh bien, ce n'est pas sans raison. Et parmi ces rapporteurs, il y a qui? Il y a notamment celui qui vérifie les droits humains dans le cadre de la lutte antiterroriste, donc c'est un spécialiste de la question. En quoi ça aggraverait l'insécurité nationale? Bien, à partir du moment où un individu eh bien, a le sentiment, c'est pas qu'un sentiment, parce que dans les cas que nous avons relevés dans notre rapport, on voit bien les personnes, elles ne savent pas pourquoi elles ont fait l'objet d'une mesure. Elles vont essayer d'avoir des recours. Elles n'ont pas tous les éléments. Elles rentrent dans un système où elles se sentent, elles, sans les mêmes droits que les autres. Mais en plus, le regard des autres eh bien, vient alimenter leurs craintes et leur mal-être. Surtout qu'en plus, les perquisitions, les assignations à résidence viennent entretenir le fait que ce sont plutôt les musulmans qui sont la cible. Et donc, ce sont plutôt eux qui vont être les terroristes. Et c'est comme ça aussi qu'on construit les stigmatisations. Donc, tout cela fragilise. Et le fait de fragiliser des personnes, eh bien, peut les emmener à elles-mêmes pouvoir être justement, je ne vais pas dire qu'elles vont être amenées à se radicaliser ou autre, mais en tout cas, ça fragilise, et ça fragilise leur environnement, et ça fragilise le droit. Le droit, c'est ce qui nous protège. Il ne faut pas oublier ça. Et c'est pour ça qu'il faut appeler réellement à ne pas proroger cet état d'urgence. Françoise Dumont, pour la LDH, votre mot de la fin. Si vous voulez, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de savoir exactement pourquoi des jeunes, mal insérés ou bien insérés, puisqu'il y a les deux profils, pourquoi des jeunes partent justement et rejoignent Daesh. Ce qui est certain, c'est que
vraiment, je pense que ces perquisitions, ces assignations à résidence qui ont ciblé une population, je crois, risquent d'être extrêmement contre-productifs. Ou au moins risquent d'être un élément, peut-être pas le seul, mais par rapport justement à ces recruteurs de Daesh qui sans arrêt disent à ces jeunes, regardez comment l'islam est traité en France, regardez comment vous êtes considérés dans ce pays. Moi, j'ai bien peur que toutes ces bavures qui ne sont pas comme ça anodines, qui vraiment peuvent gâcher des vies, j'ai bien peur que toutes ces bavures soient contre-productives. Et quand on parle d'efficacité, je crois que c'est là qu'est le problème. Et il y a une autre question qu'on n'évoquera pas ce soir, mais s'il a été autant question de stigmatisation de l'islam, c'est bien parce que nous avons en France un problème avec la laïcité. Et qu'on est depuis quelques années dans un dévoiement de la laïcité. Et vraiment, je pense que quand Manuel Valls s'en prend, par exemple, à l'Observatoire de la laïcité, ça montre bien que par rapport à cette question, eh bien, nous ne sommes pas effectivement sur la même longueur d'onde. Nous ne voulons pas d'une laïcité qui exclut, d'une laïcité qui ne s'en prend qu'à une seule religion et d'une laïcité qui finalement, elle aussi, stigmatise. Merci. Florian Borg, votre mot de la fin? Celui qui veut. Marwan Mohamed, pardon. Rapidement, je suis désolée, parce qu'il faut qu'on laisse la place à la table suivante. D'abord, sur la question de l'efficacité, je veux dire, on attend les cas qui vont nous être démontrés que tous ces dispositifs qui ont mis en œuvre ont permis de sauver des choses. Il faudrait juste rappeler, et je ne l'ai pas dit, que si on s'appuie autant sur les services de renseignement, s'il y a autant de perquisitions administratives, il y a une autre rationalité, services de renseignement, les acteurs locaux, il y a une autre rationalité qui est en œuvre. Il faut savoir qu'en 2008, Sarkozy a liquidé le renseignement humain, territorial, avec la réforme des renseignements généraux. Bon. Il a tué le renseignement humain, considérablement fragilisé. Et puis il y a eu les attentats de 2015, de 2012 et puis 2015. La question aujourd'hui, c'est que à partir du moment où ce renseignement-là est fragilisé, sur qui on s'appuie pour capter, comme disent les services de renseignement, les signaux faibles, pas seulement les signaux forts, très visibles, ceux qui s'expriment, ceux qu'on arrive à repérer facilement. Et la question, c'est est-ce que ces perquisitions administratives, quel est le rapport avec cette question de l'état d'urgence, les perquisitions administratives, le rapport avec la reconstitution du service de renseignement? Moi, c'est une hypothèse que je pose, c'est qu'il y a des centaines de perquisitions qui servent à mettre à jour les fiches du renseignement généraux. Voilà, ça c'est une chose qu'il faut avoir à l'esprit. C'est comme la mobilisation des acteurs locaux, on a des services de renseignement qui se sont considérablement affaiblis et il faut s'appuyer sur ceux qui sont présents localement. Mais est-ce que c'est leur rôle? Est-ce qu'on ne les fragilise pas? C'est une question de fond. Dernière chose, toutes les études sérieuses sur la radicalisation violente, le recours à la violence et violences politiques, ont montré le lien entre le ressentiment et le fait de passer à la violence. Et est-ce qu'on sécurise notre pays en produisant autant de ressentiment, produire du ressentiment de masse, quels que soient les poids, et assurer notre sécurité et notre cohésion à long terme? Il faut choisir à un moment donné. Merci. Et Florian Borg, une petite conclusion. Non, parce que tout ça, on est à Grenoble et c'est important aussi de faire référence à des textes grenoblois. Vous êtes grenoblois. Oui, il faut le dire. Mais je pense notamment au texte de Franck Pavlov, Matin brun, sur lequel je vous renvoie. Parce qu'on est dans des situations, effectivement, où on est en train de reprocher à certains d'avoir eu un chien noir à une époque. Et même si aujourd'hui, ils ont le chien brun, ils ont eu le chien noir à une époque. Et le fait de l'avoir, on les suspecte. C'est important et je voulais remercier Mediapart de permettre aussi de laver cet affront qui avait été fait en 2010 par Sarkozy, de son discours de Grenoble, et de rappeler qu'on est quand même ici dans une ville qui a connu le début de la Révolution française en 1788, qui a permis à l'abbé Grouès de se réfugier dans le Vercors pour notamment combattre la collaboration, qui a permis aussi, je me souviens, en 1997, on avait organisé ici la première grande manifestation citoyenne et populaire contre le Front National. Et c'est important de le dire, et j'espère que dans 10 ou 20 ans, on se souviendra de Grenoble, de cette journée où on aura peut-être dit, le 7 février à Grenoble, nous avons repris la conquête de nos libertés, et c'est pour ça que je voulais vous remercier Mediapart et remercier la ville de Grenoble. Merci beaucoup à tous les quatre, et je repasse la parole à Edu Plenel. Merci à tous. En écoutant cette table ronde, je me suis souvenu